Mes deux intervenants du moment s'installent. Bonjour Bruno Marie-Rose. Bonjour. Bruno, président et fondateur de Springtech Consulting, et France Régul, bonjour, directeur de la sécurité informatique chez BPI France, et tous les deux anciens de l'équipe d'organisation des JO Paris 2024. Quels étaient vos postes et missions, tous les deux, Bruno? Moi, j'avais le rôle de directeur de la technologie et des systèmes d'information, donc au sens large, une partie DSI et aussi la partie technologie de l'événement, donc tout ce qui se branche, tout ce qui se développe, voilà. T'étais informé? J'étais informé et effectivement j'avais une responsabilité là-dessus. France? Oui, dans l'équipe de Bruno, moi j'étais en charge de tout ce qui était cybersécurité. Donc il faut se rappeler qu'en 2020, moi quand j'ai rejoint l'équipe, c'était 2 ans après les Jeux de Pyeongchang qui avaient subi une grave attaque cyber, qui avait failli être compromis. Et donc il y avait une grosse pression et de gros enjeux, puisque on a livré, nous et quelques autres quand même, le plus grand événement sportif du monde, et que ça s'est super bien passé. Et sans incident majeur, sans incident majeur pour les JO. Je le disais en présentation, effectivement, deux artisans de la bonne réussite des Jeux de Paris 2024. Quelle était l'ampleur du travail, je pose la question à tous les deux, sur ces Jeux, pour qu'on se rende compte? Alors peut-être donner quelques éléments de dimensionnement de la partie technologie. Moi je suis arrivé en 2018. Donc on était deux dans ma direction, le directeur arrivait à ce moment-là. Et au moment du pic des Jeux, la direction de la technologie, on était plus de 5300 dans la direction accréditée pour pouvoir opérer l'événement. Donc une très forte montée en charge avec des équipes en permanence à fédérer. Et puis voilà quelques chiffres clés sur le nombre de sites, sur par exemple une application de billetterie avec 12 millions de billets à vendre. Donc vous imaginez l'infrastructure qu'il faut mettre en place, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses déployées en technologie sur les Jeux de Paris. France, quelques nuits blanches? Alors quelques nuits blanches en effet. Non, moi j'aime bien rappeler que toute l'expérience de tous les fans qui ont assisté au jeu, elle est passée au travers de la technologie. En fait, que ce soit les retransmissions télévisuelles, que ce soit le suivi du timing, enfin des résultats, du chronométrage, l'affichage sur les sites, le contrôle d'accès, effectivement. Ici, on est dans un site qui est quand même très spectaculaire. Il y a des écrans tout autour de nous. C'était un site parmi 40 durant les Jeux. Donc, grosse pression, le monde entier en effet qui nous regarde, et puis pas de deuxième chance en fait. On doit réussir bon du premier coup parce qu'il n'y aura pas de deuxième manche. Oui, dans un contexte géopolitique complexe. Nicolas Dufour ce matin en ouverture parlait d'ingérence, on en parlera nous aussi, mais effectivement compliqué. J'ai un autre chiffre moi à vous donner, 55 milliards. C'est le nombre d'événements de cybersécurité qui ont été traités. Alors, l'événement, ce n'est pas un incident, c'est un événement de cybersécurité. Déjà, expliquez-nous à quoi ça correspond. Je pense que finalement, quand on vient se loguer, quand on travaille et qu'on vient se loguer, c'est un événement de cybersécurité. Vous en avez traité 55 milliards. Comment vous avez pu traiter en fait tous ces événements sans qu'il y ait de France, sans qu'il y ait de problématiques? Alors c'est tout à fait ça. Un événement de cybersécurité, c'est quelque chose qu'on a choisi de surveiller. Alors si on fait l'analogie avec la sécurité physique, quand vous faites badger votre passe à l'entrée de cette zone, c'est un événement, que ce soit réussi ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que quand Bruno m'a recruté, ma direction cybersécurité, c'était moi. Donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est me demander comment on fait qu'est-ce qu'on dit à nos nouveaux collaborateurs pour les sensibiliser à ces enjeux et les préparer à ce qui va se passer dans 4 ans. Et 4 ans plus tard, en effet, on est capable de traiter en 15 jours 55 milliards d'événements avec des rotations de 20 personnes en permanence. Donc c'est 55 milliards d'événements qui ont donné lieu à quelque chose comme 14 000 détections, c'est-à-dire 14 000 instances où on a jugé que l'événement était préoccupant, 2000 incidents qui ont fait l'objet d'un traitement, enfin qui ont fait l'objet d'une investigation, et zéro impact à la fin. Donc c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de collaboration avec tous les métiers des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas la cybersécurité. Les Jeux Olympiques, c'est la machine à rêve, c'est la machine à souvenirs. Et la cybersécurité, c'est juste une brique parmi N pour arriver à vous livrer ça. On va en parler après, de l'agilité, effectivement, qu'il faut trouver.
Peut-être pour compléter le panorama de France, c'est que la notion de cyber était aussi dans le comité d'organisation, mais aussi traitée par nos partenaires comme l'ANSSI, avec qui on a beaucoup travaillé. Et il y a aussi quelques sujets qui étaient en dehors de l'organisation en tant que telle, parce que au moment des Jeux, la cible des attaquants, c'était tout ce qui avait le mot sport France. Et donc, il y a eu aussi quelques sujets qui ont été traités en dehors de l'activité événementielle en tant que telle. Peut-être un mot pour parler maintenant de après avoir parlé de Paris 2024, d'aujourd'hui et d'adresser peut-être des conseils et des éléments à ceux qui nous écoutent au sein des entreprises. Peut-être un mot sur la réglementation en matière de cybersécurité, Franz ? Alors oui, c'est un sujet très très actif. Alors nous, chez BPI France, on est une banque, donc on est soumis à une réglementation qui s'appelle DORA, qui durcit considérablement les conditions de notre résilience, c'est-à-dire de notre capacité non seulement à prévenir un événement de cybersécurité, mais à s'en remettre. Et beaucoup de nos clients, de plus en plus de nos clients, en fait, sont exposés à une autre réglementation qui s'appelle NIS2 pour Network Information Security. Network and Infrastructure Security, et qui a vocation en effet à mettre dans la loi un certain nombre d'exigences, parce que comme le disait Bruno, le régulateur a constaté que la cybersécurité est devenue non seulement une problématique de place, mais une problématique d'écosystème. C'est-à-dire que dans le cas des Jeux, on aurait pu être les meilleurs du monde si les trains n'avaient pas circulé pour acheminer les fans sur le Stade de France, ou si les bus avaient été coincés pour acheminer les athlètes dans les compétitions, ça aurait été un échec collectif quand même. Aujourd'hui, dans une organisation comme BPI France, on est au centre d'un écosystème avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs, et de la même façon, c'est un succès qu'on doit obtenir collaborativement tous ensemble. Bruno ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est si on raccroche aujourd'hui les problématiques actuelles avec ce qu'on a pu connaître pendant les Jeux, il y a une vraie question qu'on s'est posée tout au long de l'organisation, c'est comment maintenir l'agilité de l'opération événementielle avec finalement les contraintes, les besoins de protection qu'amène la cybersécurité. Et ça a été un vrai travail, je dirais, au quotidien, de trouver le juste milieu. Et c'est des questions que peuvent se poser les entreprises aujourd'hui. Oui. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on veut déployer, développer ou mettre en place quelque chose. Après, attention, parce qu'effectivement, il y a les contraintes de cybersécurité qui viennent rentrer. Donc, c'est de trouver quoi ? C'est de trouver un compromis constamment, Franz ? Alors c'est déjà de se rappeler ce qu'on fait. Moi, j'aimais bien rappeler à l'équipe que ce n'est pas la cybersécurité qui paye leur salaire, ce sont les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je le répète que ce n'est pas la cybersécurité, c'est le business de BPI France. Donc à chaque fois qu'on met 1 euro en cybersécurité, c'est 1 euro de moins dans la bottom line. Donc on devrait toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que ça apporte de la valeur à mon employeur? Et Bruno m'a plusieurs fois challengé sur ce mode-là en me demandant, surtout quand je lui présentais des factures en millions d'euros, oui, mais en quoi ça améliore la sécurité des Jeux? C'est-à-dire, j'ai confiance dans ce que tu me dis, mais est-ce que tu es certain que tout ce qu'on fait là est absolument nécessaire? Et la mentalité qu'on a essayé la culture qu'on a essayé de construire, c'est effectivement de revenir au risque. Quels sont les enjeux et quelles sont les manières la plus juste, la plus adaptée pour y répondre? C'est un lieu commun, il n'y a pas de risque zéro. On aurait pu empiler les millions et les dizaines de millions d'euros. On n'aurait de toute façon pas pu garantir à 100% le succès des Jeux. En revanche, on pouvait se poser la question, compte tenu de nos enjeux, compte tenu de risques auxquels on est exposé, quelles sont les mesures, les moyens qu'on doit mettre en face? Pour ne pas tomber dans la cyber pour la cyber. C'est ça? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et après, l'autre objectif, c'est aussi de s'assurer que les décisions cyber soient toujours compatibles avec l'activité opérationnelle. Je ne sais pas si on peut... Oui, je veux bien quelques exemples concrets. Quelques anecdotes par rapport à ça. Je prends un exemple. On a été vraiment obligé de mettre en place très vite ce qu'on appelle une stratégie digital workplace, donc la définition du poste de travail, les logiciels qu'on doit mettre, qu'on doit protéger, etc. Sauf que par rapport à ça, on a été en retard sur la partie mobile, le téléphone mobile. Et la décision a été de dire, comme on ne sait pas, on va plutôt restreindre les accès, etc. Imaginez-vous la première semaine des Jeux, on doit faire ce qu'on appelle une emergency release sur l'application de transport à des volontaires chauffeurs. Voilà. Et
manque de peau, c'était tellement verrouillé que pour installer cette application, il fallait appuyer sur le bouton de consentement. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on doit faire? Décision, c'est qu'on doit faire passer des techniciens sur l'ensemble des téléphones, sur tous les sites, pour appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est ce côté-là. À l'inverse, on a eu aussi des sujets sur est-ce qu'on peut scinder ce téléphone, séparer la partie professionnelle de la partie personnelle. Et on a eu des questions sur je suis en opération, j'ai besoin d'une solution et d'appeler un contact qui est sur la partie personnelle. Est-ce que j'autorise? Et c'est là qu'avec France, on a mis en place, je dirais, des méthodes de gouvernance par rapport à ça. Sur chaque décision structurante en termes de blocage cybersécurité, les équipes tech étaient sollicitées comme pilotes, comme n'importe quel projet informatique, faisaient le retour d'expérience et après on prenait des décisions d'ajustement. Ce qu'on fait naturellement sur des projets de développement avec des phases de test, on le faisait aussi sur des décisions de cybersécurité. Oui, parce que ce qu'évoque Bruno est extrêmement important. Quand on est dans l'événementiel, on est dans le réel. Alors, encore une fois, on peut l'imaginer aujourd'hui. Si les portiques d'accès ne fonctionnent pas et que les gens font la queue dehors sur le trottoir, personne ne s'en sort. Donc de la même façon, quand on est dans l'événementiel, si on fait de la cybersécurité qui empêche les gens de faire leur travail et in fine de livrer l'événement, on a un souci. On travaillait avec les équipes d'Omega, pour ne pas les citer, qui sont responsables du chronométrage et de l'arbitrage. Et sur le site de compétition, Omega, c'est la royauté. Ils sont au cœur de l'événement, ils livrent les résultats en temps réel, ils livrent les résultats d'arbitrage. Donc tout ce qu'ils exigent devient à valeur de loi. Et donc on ne peut pas de toute façon leur imposer des choses qui les empêcheraient de faire leur travail, parce que ce serait pire qu'inutile, ce serait contre-productif, ce serait s'exposer à ce qu'ils commencent à contourner les mesures de sécurité qu'on met en place et que donc on ait gaspillé de l'argent pour finalement se retrouver en danger. C'est quoi ouais, Bruno? Non, et effectivement, par rapport à ce que dit France, la contrepartie de ça, c'est aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est résilience. C'est-à-dire beaucoup travailler sur « et si ça ne marche pas ?» Je me rappelle avoir fait des conférences en tant que patron de la tech sur l'ensemble du comité d'organisation. Et j'étais obligé de leur dire « attention, la tech peut ne pas fonctionner ». Et donc, c'était un message à faire passer en disant s'il se passe quelque chose, l'événement doit continuer, donc soyez en mesure de pouvoir trouver des solutions alternatives. C'est de l'agilité là aussi dans le fonctionnement. Comment, pour le reporter à l'entreprise une fois de plus, quels conseils vous pourriez donner l'un et l'autre pour des PME qui peuvent nous écouter aujourd'hui dans le déploiement d'une stratégie cyber? On commence par quoi? On fait comment? Est-ce qu'il faut... Non, le sujet est peut-être trop vaste, mais on peut le réduire un peu. Mais alors c'est un sujet compliqué. Si on avait une solution qui s'applique à tous les candidats, on la partagerait évidemment. Si on s'inspire de notre succès, c'est que on a vraiment considéré que la technologie et la cybersécurité étaient au service du business, que ce n'étaient pas des finalités, que c'était là pour accompagner un projet. Donc ça veut dire qu'on a travaillé constamment pour être entendu. Donc au départ, ce n'était pas facile, parce qu'il faut aussi se remettre dans le contexte. 2018-2020, le milieu de l'événementiel sportif, la technologie, c'était encore largement leur tirer des câbles et leur mettre à disposition du Wi-Fi. Quand on voit ce qu'on a livré l'été, enfin il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on voit évidemment que c'est beaucoup plus que ça. Donc ça se construit. Et c'est pareil dans n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que c'est facile de dire voilà les règles à respecter, et puis il y a le côté des gentils et puis le côté des méchants. Non, la réalité c'est que on est là, on est dans des organisations, que ce soit une PME ou un comité d'organisation, qui ont une mission. Et la cybersécurité, la technologie, comme d'autres métiers, doivent se mettre au service de cette mission. Donc il faut aller vers les métiers. Et puis il faut aussi que les gens qui ne sont pas de nos métiers nous ouvrent un petit peu là où on trouve au moins la porte, pour qu'on puisse leur rappeler, leur montrer qu'on peut apporter de la valeur. Bruno ? Oui, tout à fait. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit France, c'est tout le travail, je dirais, de confiance qu'on doit avoir avec les métiers. C'est qu'au bout d'un moment, ils comprennent que si on doit prendre une décision de cybersécurité, c'est qu'on a fait tout ce cheminement préalable pour s'assurer que c'était la meilleure solution pour préserver leur business. Donc c'est de la gouvernance, c'est des réunions, c'est faire en sorte qu'on soit capable de vulgariser la technologie pour pouvoir leur exprimer un risque. Et ça a été un très gros travail, et que finalement, c'est eux qui prennent la décision par rapport au niveau de cybersécurité qu'on doit mettre en place. Et moi, une de mes grandes fiertés, c'est que 1 ou 2 ans avant la livraison des jeux, les gens de la direction de la technologie ont pris l'habitude de venir voir mon équipe quand ils avaient une question sur une application,
parce qu'on avait construit cette relation de confiance avec le métier. Ensemble. On l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais il y a un sujet de souveraineté numérique, de souveraineté et de faire face à l'ingérence de pays étrangers parfois aussi. C'est un enjeu fort, ça, Bruno? C'est un enjeu fort. Alors, nous, on l'a vécu par construction sur les Jeux Olympiques. Si je vous pose juste le panorama, vous allez comprendre. Un gros partenaire du comité international olympique s'appelle Alibaba et à la catégorie cloud et e-commerce. On lance les Jeux Olympiques, on est en pleine discussion sur la souveraineté des données. Pour ceux qui sont familiers avec la CNIL, on sortait des jurisprudences Schrempf et on démarre les Jeux Olympiques et on doit construire une architecture avec d'un côté une protection des données personnelles et en même temps une protection des données sensibles parce qu'un système comme l'accréditation, par exemple, doit héberger l'ensemble des données des fonctionnaires de police qui devront faire la sécurité des Jeux. Donc je vous pose le panorama, on est au cœur du sujet et 2 ans après, on a réussi à trouver une solution technique. Franz? Ouais, c'est un de nos grands souvenirs partagés avec Bruno. C'est pas le meilleur, mais on a eu la chance de se poser ces questions de souveraineté bien avant l'affaire Broadcom et bien avant la hype actuelle. Moi, je garde effectivement à l'esprit que la souveraineté, c'est pas la cybersécurité, c'est une autre considération. Elle nous a filé quelques cheveux blancs avec Bruno. C'est important que le débat soit en place publique aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup l'expression qui est très utilisée actuellement, qui est plutôt d'autonomie stratégique. Okay. Parce que la souveraineté numérique, c'est pas quelque chose qui est défini dans la loi. L'autonomie stratégique, ça veut dire la capacité à continuer à accomplir notre mission, quelles que soient les circonstances extérieures, qu'elles soient géopolitiques ou commerciales. Et ça, c'est effectivement une approche très très saine, puisque c'est une approche basée sur la résilience. C'est de se demander avec qui je travaille, et est-ce que j'ai toute confiance avec ces gens avec qui je travaille, ou est-ce que je dois préparer des plans B, comme l'évoquait Bruno sur l'événementiel, pour pouvoir basculer le jour J. On peut conclure en parlant peut-être d'intelligence artificielle. Comment les experts technologie cyber que vous êtes avaient accueilli l'arrivée de l'IA générative? Alors on en parlait juste avant avec Bruno. Moi je suis assez content qu'on y ait échappé pour nos jeux. C'est quelque chose que les gens de Los Angeles et dans une moindre mesure les gens de Milan Cortina vont devoir gérer. Il y a évidemment d'énormes enjeux. C'est pas insurmontable. En fait, on s'en fait largement une montagne, mais quelqu'un dernièrement faisait l'analogie avec le cloud il y a quelques années. L'IA comme le cloud change la façon dont on travaille, mais il y a un certain nombre de fondamentaux qui restent valables. Et quand on a réussi à construire la relation de confiance qu'on évoquait à l'instant avec Bruno, ce sont des sujets qu'on peut vraiment aborder avec sérénité parce qu'on va pouvoir se concentrer sur le risque réel qu'il y a à utiliser ou non l'IA et donc de comment on en tire de la valeur. Bruno? Oui, sur la partie IA, donc, nous on a pu mettre en place quelques briques d'IA non générative à l'époque. Effectivement, sur la partie cyber, la détection des 55 milliards a demandé une algorithmie assez poussée pour pouvoir faire de la corrélation. On en a utilisé aussi sur le recrutement des volontaires. Quelques chiffres, 45 000 volontaires à la fin, mais on a eu quasiment 300 000 candidatures. Et dans un espace-temps très réduit pour faire le matching entre les postes et les compétences, elle nous a beaucoup aidé. On a eu des briques d'IA générative aussi, alors c'était peut-être moins risqué que ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui était génération de communiqués de presse, notamment sur les interviews et alimenter tout ce qui était information. Donc ça, on l'a utilisé. On avait moins les problématiques qu'il y a aujourd'hui sur l'utilisation peut-être à outrance de cette IA générative, mais quelque part, les questions sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est jusqu'où on va dans cette autonomie versus dans la restriction. Et pour ceux qui ont un projet avec un use case bien défini, comment on les accompagne pour s'assurer que ça maximise la valeur pour l'entreprise. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage sur les Jeux de Paris 2024. Bonne continuation Bruno et Franz dans vos missions respectives. Merci encore. Nouvelle séquence à venir, comment se démarquer face aux grands groupes et conquérir de nouveaux clients, c'est parti.